Et c'est là où ça devient aussi intéressant dans Nausicaa, c'est qu'après on se rend compte que les méchants sont pas vraiment méchants, ils défendent aussi leurs intérêts et leur propre peuple. Je pense qu'on est un enfant et qu'on a été un peu biberonné au Disney, aux gentils et méchants, etc. Et que tu découvres Nausicaa, tu te dis mais en fait c'est pas si simple. Et la chanson française, c'est pas compliqué. T'as 1 minute, c'est joli. Ça peut être mignon, ça peut être beau, ça peut être grandiloquent, tout ce que tu veux. Mais en fait, à la fin, t'as réussi à délivrer un message à quelqu'un qui a pas fait d'effort pour l'entendre. Dans Philémon, c'était vraiment le truc de... Mais il m'a accroché sur un truc où j'en avais rien à faire. Il est trop fort. J'ai senti directement le truc de... c'est ça que je veux faire. On a découvert plein d'œuvres qui nous ont beaucoup touchés quand on était jeunes. Mais maintenant, il faut faire. Salut, vous écoutez Tilt, le podcast qui vous raconte des parcours d'engagement. Et vous partage les déclics culturels de nos invités. Aujourd'hui, on accueille Gaspard, qui va nous parler d'écologie politique. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour suivre notre podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Tilt. Aujourd'hui, on reçoit Gaspard. Bonjour. Salut. Merci d'être venu. Écoute, je vais commencer par une question simple qu'on pose à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Gaspard Lerest. Je suis militant de l'écologie politique de longue date, engagé dans le parti Les Écologistes et en Île-de-France, chez les jeunes écologistes. Tu as dit de longue date, je commence directement par ça. Du coup, c'est quoi du coup de longue date ? Alors, je me suis engagé la première fois en 2020, j'avais 18 ans. J'étais candidat pour les municipales de 2020 à La Rochelle. J'étais sur la liste du maire écologiste en non éligible parce que j'avais quand même des études à faire après, mais j'ai fait campagne avec lui, je l'ai aidé à faire ses réseaux sociaux à l'époque. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, comment t'en es venu à faire ça ? De toute façon, on va en reparler après, puisque c'est le concept de notre émission, mais comment, voilà, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a motivé la première fois que t'as poussé les portes d'un parti politique ? Alors, moi, depuis toujours, je suis vraiment très attiré par la nature. C'est quelque chose j'ai grandi dedans avec. Toute ma socialisation s'est faite autour de la nature. Donc, en fait, très vite, j'ai vu ma ville changer. Il y a eu de plus en plus de construction, des choses que j'aimais de moins en moins. Je l'ai très vite remarqué. Et en même temps, d'autres choses que j'aimais de plus en plus. Par exemple, beaucoup de pistes cyclables qui sont sorties de terre en 1, 2 ans, comme ça. Dès que je commençais à prendre le vélo, il y avait une nouvelle piste. Et je me suis demandé, mais en fait, qui fait tout ça là ? Qui transforme la ville aussi vite ? C'est fou ce qu'on peut faire. Et il se trouve que c'était pile 1 an avant les municipales et qu'il y avait déjà des réunions publiques qui invitaient les gens à se renseigner sur les futures élections. Et donc, je suis tombé sur un post Facebook d'un écolo qui se présentait et je me suis dit écologie, transformation de la ville, je vais aller voir. Et en fait, dès la première réunion, j'étais dedans, quoi. Ouais. Ça m'a fait... J'ai adoré. Et du coup, pour toi, c'est plutôt indissociable, l'écologie, en tout cas, la transformation écologique de l'engagement politique. Pour moi, ouais. Okay. Je me vois pas trop, peut-être que ça ferait une archive pour plus tard, mais je me vois pas trop militer en dehors de l'écologie politique. Je préfère ne pas militer que de militer pour un autre parti, par exemple, pour l'instant. Mais oui, je suis arrivé par la politique à la politique par l'écologie. Ok. T'as grandi où, du coup, pour qu'on... Tu m'as dit La Rochelle, mais... Alors, j'ai grandi à La Rochelle, mais je vivais pas à la campagne de La Rochelle. Je vivais plutôt en centre-ville. Mais j'ai passé énormément de temps à pêcher avec mon grand-père dans les forêts autour, en Charente-Maritime. Et puis, beaucoup de voyages à la montagne. Et du coup, Du coup, c'est quelque chose qui, toi, t'a marqué un peu. Ouais. Ok. Et puis la mer. Et puis évidemment. Puis la mer. Ah, tu parles un Normand, donc que je connais bien. Non, du coup, c'est intéressant parce que la première œuvre que t'as choisie, c'est donc un film de Miyazaki. C'est un de ses premiers, si je dis pas de bêtises, le deuxième, je crois. C'est un des premiers, en tout cas, c'est sûr. Ouais. C'est Nausicaa à la veille du vent. Ouais. Elle est quand même souvent citée comme un peu une fable écologique, qui a donc sensibilisé de nombreux enfants, dont toi, c'est ça ? Ouais, complètement. Je pense que ça m'a sensibilisé à plusieurs choses différentes. Il y a la première chose, plus que la nature encore, c'est la sensibilisation à l'injustice. Enfin, c'est vraiment... il y a quand même des gens qui viennent s'accaparer des terres qui ne sont pas à eux et qui viennent détruire des vies et des familles gratuitement, entre guillemets. Enfin, de premier abord, on pense que c'est gratuitement. Et c'est là où ça devient aussi intéressant dans Nausicaa, c'est qu'après, on se rend compte que les méchants sont pas vraiment méchants, ils défendent aussi leurs intérêts et leur propre peuple, etc. Et donc, du coup, ça complexifie un petit peu les relations. Et donc, je pense qu'on est un enfant et qu'on a été un peu biberonné au Disney, aux gentils et méchants, etc., et que tu découvres Nausicaa, tu te dis, mais en fait, c'est pas si simple. Dans la vie, c'est pas les gentils et les méchants, c'est plutôt une histoire d'équilibre. C'est plutôt une histoire de
il faut pas qu'il y en ait qui prennent plus de place que les autres, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui doit pas exister non plus. Ok. Et du coup, ça m'a vraiment, je pense que c'est le tout début de mon engagement politique, c'est de grandir avec les films de Miyazaki, en fait, tous, hein. Mais Nausicaa, il fallait en choisir un, donc j'ai pris Nausicaa, mais... et ça, plus, du coup, la nature qui est en fait la méchante au début, puisqu'il y a une forêt toxique, etc. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte que elle fait que de se défendre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un tout qui fait que je pense que c'est le fondement implicite, parce que je faisais pas de politique à 6 ans, mais c'est de là que ça vient, quoi. Et du coup, c'est à 6 ans que tu le vois, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais, on a... Environ. Et tu le découvres comment? C'est quoi? C'est deux familles? Oui, on est très vite tombé dedans avec mes cousins. Okay. Et on adorait Miyazaki, et on se voyait à chaque vacances de l'année, chaque semestre, et puis on s'en faisait tous les soirs, quoi. Donc on les a tous vus une bonne vingtaine de fois chacun, ou même trentaine, je pense. Mais... Ouais. Et voilà, ils ont tous leur morale, mais ce qui est très intéressant, c'est la complexité des relations dans les Miyazaki. Ouais. Et c'est ça qui te fait faire de la politique, je pense. En fait, qui m'a fait faire de la politique, c'est toujours de se dire, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi ça va mal. Mais c'est pas si simple, donc il faut chercher. Il faut chercher, et il faut trouver des réponses. Et après, on reviendra peut-être sur les autres œuvres, sur la communication pour moi, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en lumière la complexité des relations. Des relations, voilà. Ouais. Effectivement, t'en as un peu parlé. C'est une œuvre qu'en fait qui est hyper politique par ce qu'elle raconte. On parle d'expansion capitaliste, de conflits, Toi, c'est des choses qui te marquent quand t'as 7 ans. Alors, sur l'expropriation, l'injustice, comme je te disais tout à l'heure, oui, ça m'a beaucoup marqué. Après, sur le côté guerre, ouais, c'est forcément... je trouve que Miyazaki a quand même il est pas très bon, je trouve, pour dénoncer la guerre. Il y a quelques Miyazaki où on voit les horreurs de la guerre au Japon, et là, on se rend compte que c'était horrible, etc. Il y a le château, machin. Mais même les châteaux ambulants, châteaux dans le ciel, tout ça, en fait, à chaque fois que dans ceux-là, il y a la guerre, c'est beau, parce qu'en fait, il y a des gros avions, et il y a pas tant de sang, il y a les gens qui meurent, on n'est pas triste. C'est très poétique. Donc c'est une guerre c'est pas le tombeau des Lucioles, quoi. Ouais. Le tombeau des Lucioles, c'est la guerre, c'est hyper ramené au réel, et là, on se dit, c'est horrible, la guerre. Mais dans les Miyazaki, je trouve que c'est pas la guerre qu'il arrive à le mieux dénoncer. Ouais. Par contre, si tu veux parler de conflit, moi, c'est plutôt le côté féministe, c'est-à-dire, j'ai découvert chez Miyazaki des femmes, mes premières héroïnes préférées, qui n'étaient pas des princesses Disney. C'est un peu bateau, hein, tout le monde le dit, mais ça m'a quand même... voilà, et c'est des femmes qui arrivent à apaiser les conflits des hommes. Ouais. En fait, c'est-à-dire, c'est des femmes qui sont plus fortes que les hommes, pas parce qu'elles ont des gros muscles, même si Nausicaa est très gros muscles et très stylé, mais pas que pour ça. C'est parce qu'elles comprennent les gens, elles cherchent à les comprendre, et elles apaisent les conflits. Et c'est tout le rôle de la politique, j'espère. Il y a une scène un peu qui t'a marqué dans le film, qui vraiment te marque aussi, pas forcément qu'un lien avec l'écologie, même si de toute façon le film entier... Moi, je pense que c'est la liberté que Nausicaa a. Ouais. La seule chose dont je rêvais quand j'étais petit, c'est d'avoir un planeur. Ouais. Et du coup, depuis, je fais du vélo. Ouais. Et je plane tous les jours sur mon vélo, et je refuse catégoriquement de mettre le pied dans le métro ou dans une voiture. Et je te comprends. C'est la liberté absolue de cette femme qui littéralement suit le sens du vent, quoi. Et c'est ce qui va le plus émerveiller, je pense. Ouais. Ok. Parce que la nature va de pair avec la liberté. C'est pas beau parce qu'il y a des arbres, c'est beau parce que si on est dans la nature, on est libre, et si on est libre, on est heureux. Ouais. Et c'est un film aussi qui est très actuel, qui est très, aussi un peu en avance même, puisque ça sort dans les années 80, et dans les années 80, et là, pareil, Gaspard, je pense que tu t'y connais mieux que moi, mais je suis pas sûr qu'on parlait déjà de réchauffement climatique, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Ah non, c'est sûr. Les premiers rapports, c'est les rapports Mido, des choses comme ça, qui sont sortis du début des années 70, sur l'écologie et l'effondrement climatique. Et on en parlait très très peu, surtout les années 80, c'est toute la période surconsommation. Et puis en fait, même aujourd'hui, bien sûr, quelle héroïne dans les mangas même, il n'y en a pas. Ouais. Moi, j'ai jamais été émerveillé d'héroïnes de manga dans des trucs récents, dans des films ou des séries récentes. Ouais, bien sûr. J'adore One Piece, hein, mais franchement, c'est pas... c'est vrai que c'est pas le meilleur exemple. c'est pas pareil, quoi. Non, effectivement. Et toi, t'as une idole aujourd'hui, un peu de la cause écologique Franchement, c'est les gens qui se battent toute leur vie. Mais les nobody, gens comme toi, comme moi, vraiment, les gens qui se battent toute leur vie pour leur passion. C'est trop fort. Mais alors, quand leur passion, en plus, c'est
la justice sociale et la justice écologique et sauver un peu quand même le monde, entre guillemets, et qui passent leur vie à ça, quitte à sacrifier leur carrière, peut-être moins bien payés que ce qui était prévu parce que ils avaient des choix à faire, ils pouvaient être bien payés, faire un truc chez Total ou je sais pas où, ou être mal payés et en fait travailler pour les gens et pour la cause écolo. Enfin, moi c'est ce qui m'émerveille le plus chez les gens. Après les grandes idoles, chez les écolos on n'aime pas trop de toute façon. On est plus, tu vois, on est pour la communauté. C'est pour la communauté. Et ouais, bah, Nausicaa, en plus, parle un peu de, justement, pour revenir sur le côté très actuel, parle un petit peu alors, je sais pas, parce que tout à l'heure, je suis passé devant la conférence et il disait que le terme d'immigration climatique de migration climatique, était un peu erroné. Nausicaa, ça en parlait déjà un petit peu, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je l'ai vu il y a longtemps. Si, oui, il y a une scène où il y a toute une ville qui fuit leur village, leur ville à cause de l'invasion des insectes, provoquée par un autre peuple en plus. Et du coup, ils se retrouvent dans un avion cargo entassé et dans les airs, sans savoir où aller, et en plus attaqué de toutes parts. Et on voit que ce qui est beau dans le film, mais qui est complètement... qui est sûrement très vrai, mais un peu romancé, encore une fois, et poétique, c'est que même au fin fond de leur exil, ils trouvent la force d'aider Nausicaa et de... alors que bon, voilà. Oui, mais t'as vraiment raison, j'y avais pas vu sous cet angle, mais il y a un peu des questions d'exil, mais plus exil de guerre, là, je pense, que climatique. En vrai. Bien sûr. Non, mais parce que là, ils utilisent la nature comme une arme, donc... Oui, non, bien sûr. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, de se dire que à l'époque, le film, sans parler d'exil climatique, parlait de migration, ce qui était un sujet qui, pour le coup, existait quand même déjà à l'époque, et qu'aujourd'hui, alors on commence, et même on en parle de migration climatique, d'exil climatique, on peut revoir aussi le film sous cet angle, sous cet angle-là. Ouais, carrément. C'est intéressant parce que la deuxième œuvre que tu m'as citée, donc c'est la série de BD Philémon, et t'as fait un parallèle, j'en parlais après, mais c'est que je trouve très drôle. C'est la série de BD Philémon. Pourquoi et à quel âge tu découvres Philémon? J'ai pas l'âge exact, mais on va dire que c'est entre 11 et 15, entre 10 et 15. Plutôt, non, allez, entre 10 et 12, et après je l'ai lu jusqu'à 15. Quand t'étais jeune, quand j'étais pré-ado et début d'adolescence. Et en fait, pour tout te dire, mais je te l'ai écrit, j'ai beaucoup hésité avec Minecraft. C'est marrant, mais c'est bien, le parallèle est drôle. C'est pas la même chose, mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est la période, c'est le mode créatif de ma vie. C'est le mode, en fait, on a découvert plein d'œuvres qui nous ont beaucoup touchés quand on était jeunes, mais maintenant, il faut faire des trucs. Et donc quand tu découvres des artistes ou des jeux où le but du jeu c'est de faire, ou c'est d'imaginer des trucs loufoques, débiles, mais peu importe, juste c'est l'ouverture ça t'ouvre l'esprit de jeunes préados un peu enfermés parce qu'en plus t'es dans tes hormones et tout, et là tu te rends compte dans Philémon par exemple, donc œuvres des années 70 etc, c'est multicolore, c'est psychédélique, c'est onirique, c'est explosion de c'est tout ce qu'on veut. Pour résumer 10 secondes Philémon, parce que c'est un peu niche comme ref. Oui, ça. Enfin, il me semble. Oui, tout cas, voilà. Un peu. En gros, c'est un peu inspiré. Donc c'est une BD des années 90, c'est ça que Je crois que la première c'est fin des 60. Ouais, ah oui. Et après il a sorti ça jusqu'en 2010. Ah oui, il en a fait pas mal. Et donc c'est une BD inspirée un petit peu d'Alice au pays des merveilles et on peut dire dans le Narnia. Enfin c'est un trope de toute façon du gamin qui donc tombe dans un puits et il se retrouve dans un monde un peu onirique. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles au milieu de l'océan Atlantique, sur des îles où il y a écrit océan Atlantique. Vous voyez la carte à l'école où il y avait écrit océan Atlantique. Ouais. Et il se trouve que c'est pas des lettres sur une carte, c'est des vraies îles. En forme de A, de T, de L. Ok. Ah ouais, du coup, c'est un peu. Non, mais c'est intéressant parce que j'avais même pas vu ça comme ça, mais c'est un peu ce qu'il voit à l'école aussi, qui se restitue dans son esprit. Et... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, toi, à l'école, ce que tu voyais à l'école aussi, ou je sais pas, est-ce que ça t'a aidé, ça t'a amené vers une forme d'engagement, ou tu trouves qu'au contraire... Moi, j'ai beaucoup subi l'école, même si j'avais des très bonnes notes, donc on peut pas dire que j'ai beaucoup subi, mais en fait, je l'ai toujours vu comme un moyen d'accéder à ce que je voulais faire. Comme j'ai su assez tôt ce que je voulais faire, je l'ai vraiment pris comme une corvée, mais utile pour après, quoi. Mais je pense pas que j'ai pris mes plus grands plaisirs de ma vie à l'école. J'adore l'école et je la défendrai toujours, mais surtout l'école publique.
Mais c'est pas ici que ma créativité est née, par exemple. Ce qui est intéressant dans Philémon, Minecraft, et par rapport à ce qu'on disait même avec l'école, c'est que c'est sortir des cadres rigides, faire du loufoque, faire du fun, faire du complètement débile, mais... On dit que Minecraft, je fais du loufoque. Voilà, on peut faire n'importe quoi. On est lui-même libre de faire soit rien, soit tout. Et mais dans Philémon, on ne crée pas directement, mais ça sort complètement des cadres. Et pourtant, à la fin, on a une histoire cohérente, on a des blagues drôles, on a les refs. On a les rêves d'un monde qui n'existe pas et qui est complètement improbable. Et du coup, tout reste cohérent dans Philémon. Il n'y a pas un moment donné, on décroche, on se dit... c'est trop bizarre. C'est les règles de l'univers, de toute façon. Non, t'as bien compris les règles de l'univers. C'est la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, donc tu es accroché. Et ça m'a vite accroché parce que je me suis dit, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. On peut tout créer si on a l'âme d'un artiste. Je sais pas si je l'avais à l'époque, mais... Ouais, bien sûr. Et, voilà. Et c'est important, pour toi, la créativité dans ton engagement, mais aussi d'une manière générale dans l'engagement. Eh ben, tout à fait. Et je pense que ça vient de là aussi. Enfin, c'est pour ça que je t'ai donné ces œuvres-là pour cet âge-là. C'est que qu'est-ce que c'est que la com? C'est raconter des histoires. Et c'est accrocher les gens par des histoires à la cause qui te tient le plus à cœur. Et du coup, dans Philémon, c'était vraiment le truc de. Mais il m'a accroché sur un truc où j'en avais rien à faire. Il est trop fort. Et du coup, j'ai senti directement le truc de c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires et je savais pas encore pour qui, pourquoi. En arrière-pensée, il y avait Nausicaa, etc. qui tournaient, mais je savais pas ce que ça voulait dire. L'écologie. Mais c'est la naissance du truc de c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je raconte des super histoires en sortant des cadres, en étant fun, en étant drôle, en étant sexy en fait. Mais comme ça, je pourrais faire passer mes messages et ça sera super. Ok. Minecraft, c'est vrai que c'est quand même j'ai passé des heures entières à me balader comme ça dans les grottes, dans la forêt, la nature, dans la mer. Bon, bref. Voilà. Mais la différence, c'est que dans Nausicaa, t'observes, c'est un film de toute façon. Mais là, avec Minecraft, par exemple, et c'est aussi ce qui m'a switché, c'est que tu passes de observer la nature, quand j'étais petit à la pêche, machin, à je suis dans la nature et dans un jeu, et je peux créer des choses pour transformer la nature. Pour la rendre plus belle, parce que je fais une super maison en accord, en bois et tout, trop belle, ou tout détruire, on fout de la TNT partout, on détruit tout, et donc du coup c'est vraiment le moment de ta vie où tu te rends compte que tu peux avoir un impact sur le réel, comme Philémon, quoi. Tu peux avoir un impact sur le réel, et il faut faire la politique. J'ai une dernière question sur ça. Ça parle beaucoup de reconnexion avec la nature, c'est un thème central de l'écologie aujourd'hui, il me semble. C'est un thème qui est aussi intimement lié à la poésie, au rêve. Et toi, est-ce que, c'est une question qui, je te demande à toi, je pourrais la poser à plein d'autres personnes engagées dans l'écologie, mais toi, tu trouves aujourd'hui que nos sociétés, elles nous empêchent de rêver un peu plus? Tu veux me faire prendre de la hauteur? Est-ce que nos sociétés nous empêchent de rêver? Alors moi, je pense qu'il faut dire oui. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que j'étais pas là avant, mais j'ai pas l'impression qu'on ait moins d'outils pour rêver qu'avant. Et j'ai pas l'impression, par exemple, que tous les discours qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est débile, la rêve mondiale, c'est 6-7, on est tous devenus débiles. Enfin, ouais, mais en même temps, testique aussi. Mais en même temps, moi, 100% de ma créativité en ce moment, elle vient des réseaux sociaux. Et en fait, je m'inspire de l'un, de l'autre, je fais un mélange et ça fait un truc nouveau et je suis trop fier de moi. Et peut-être qu'on ne créait pas comme ça avant, mais j'ai quand même envie d'être positif sur ça et de dire, en fait, ne sera pas créatif ou ne sera pas inspiré celui qui ne saura pas chercher ou ne voudra pas chercher un peu partout et faire des mélanges. Rien ne t'empêche d'aller lire les vieux livres, regarder les vieux films et de regarder TikTok en même temps et de prendre un peu de tout. Et il faut avoir les moyens dans ta socialisation qui te permettent de faire le choix et de sélectionner les bonnes œuvres et les bons trucs, mais j'ai pas envie de dire juste le monde devient moins... Ok. Je sais pas. Oui, bien sûr. Alors, la troisième œuvre que tu as citée, c'est intéressant du coup parce que on parle d'engagement politique. Et la troisième œuvre nous y amène un petit peu. C'est le morceau Sans la nommer de Georges Moustaki. Alors, j'ai choisi cette musique parce que c'est pas ma préférée. Mais Georges Moustaki, mais de toutes les chansons françaises. Okay. Mais je l'ai choisi parce que c'est une période de ma vie où les principales œuvres que j'écoutais, c'était de la chanson française. En fait, je n'écoutais que ça. Pendant 3 ans, je ne fais que ça. J'ai tout saigné. On est tous. Tout ce qui était possible. Tout ce qui était possible. J'ai eu une obsession absolue sur ça. Et en fait, je pense que là, on est passé de Nausicaa avec un fond de machin, un fond d'engagement, mais que tu connais pas. La créativité, en fait, on peut faire des choses si on le veut, on peut créer des choses.
Et là, il fallait un peu de matière, un peu de fond. J'aimais pas trop les gros livres et les romans. Ouais. Par contre, dans la chanson française, quand tu l'écoutes bien, tu peux complètement comprendre la société française à une époque. Ouais. Voilà. Donc j'ai eu un amour d'un coup pour la société française et je me suis dit mais en fait quand t'as Brassens qui chante ça et que tu vas voir sur Wikipédia que cette chanson c'était la pub pour les parapluies en fait et que t'as Moustaki qui chante ça et à côté t'as Léo Ferré, l'anarchiste qui chante ça et en fait tu fais des liens avec tout et tu te dis mais c'était ça, enfin ça avait vachement de fond, en plus c'était beau et du coup ça m'a complètement pris. Donc en plus c'est une chanson qui est hyper, enfin qui est quand même vachement intéressante parce qu'elle est très marquée à gauche. Très marqué d'une forme de combat politique. En gros, Moustaki parle d'une femme qui est toute la chanson, et puis à la fin, il dit on l'appelle Révolution permanente. Mais donc voilà, donc c'est quand même un concept qui est très marqué. C'est pour ça que tu l'as choisi cette musique. C'était vraiment l'entrée dans une période de ma vie où j'ai trouvé des incarnations à mes idées politiques. Et j'étais pas encore dans la fascination d'homme ou de femme politique, parce que j'avais pas encore l'âge, je pense, et ça n'a jamais été trop mon truc. En revanche, les chanteurs français, les chanteuses françaises, incarnaient des idées politiques fortes à travers des chansons légères. Et je trouve que sans la nommer, ça représente bien ça. C'est on donne quelque chose de très poétique, on raconte une histoire, on revient, tu sais, à l'histoire de Philémon. Oui, on raconte une histoire. On raconte une histoire et à la fin, il y a un plot twist. On accroche le téléspectateur, l'auditeur. Et en fait, à la fin, non seulement il y a un plot twist, mais cette fois, c'est plus un plot twist artistique un peu banal comme Philémon, enfin un peu désengagé. Mais là, c'est carrément engagé de gauche. Et donc, c'est vraiment la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, mais de manière un peu plus forte, un peu plus politisée. Voilà. Et puis, il y avait aussi quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était qu'on faisait de la politique de manière artistique, affective, poétique. Et donc, c'est tout ça que j'aime bien dans cette chanson, et dans la chanson française de manière générale. C'est comment est-ce qu'on fait de la politique, mais pas au premier degré. Et on le fait en chantant, en s'amusant aussi. En chantant. En plus, petite anecdote, quand je suis arrivé à Paris, donc bien des années après, la première manif que j'ai faite, c'était une manif du 1er mai. Et qu'est-ce que j'entends ? J'entends un groupe de communistes qui chantent sans la nommer de Moustaki. Là, je me dis, je suis pas le seul en fait à la connaître. Mais mieux que ça, ils la chantent en chœur à Paris. Mais quelle ville incroyable. Ok, et ça fait un peu écho à la fameuse phrase l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Toi, t'es d'accord avec cette phrase ? Oui, tout à fait. Ok, voilà. Tout à fait. De toute façon, même aujourd'hui, on fait plus du tout d'écologie sans parler de justice sociale. Bien sûr. Un peu même question que pour les autres œuvres. Donc, tu m'as dit comment tu y étais venu un peu. T'écoutais beaucoup de musique de chansons françaises et tout, mais du coup, à la maison, toi, ça écoutait quoi déjà ? Et est-ce que ça t'y est venu aussi comme ça par éducation Mais toujours, c'est toujours la faute des parents. C'est toujours les parents. Et j'ai écouté pas mal de chansons françaises. Ouais, moi j'ai écouté Bobby Lapointe. En même temps que je regardais Nausicaa à 6-7 ans, j'écoutais Bobby Lapointe dans la voiture. Okay. J'ai écouté Michel Jonas, Claude Nougaro, Barbara. On écoutait plein de choses comme ça. Beaucoup de jazz. Voilà, j'ai un père mélomane, c'est comme ça qu'on dit. Très mélomane, fan de hi-fi et toute la journée à écouter de la musique, toutes les nuits. Donc j'ai baigné dedans, ouais, bien sûr. Ah ouais. Mais la chanson française, quand même, je pense que c'était quand même... Vraiment, j'ai bien choisi mes œuvres par rapport à votre émission. Franchement, j'ai adoré la section. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai aimé la chanson française ? Il y a eu deux raisons. Une un peu plus personnelle, amoureuse, etc., qui n'est pas trop le sujet ici, mais il y avait quand même une autre raison, c'était encore ce truc de raconter des histoires. En fait, c'est la chanson française, c'est pas compliqué. T'as 1 minute, c'est joli, ça peut être mignon, ça peut être beau, ça peut être grandiloquent, tout ce que tu veux. Mais en fait, à la fin, t'as réussi à délivrer un message à quelqu'un qui a pas fait d'effort pour l'entendre. Ouais. Et sans la nommer, tu peux l'écouter d'un coin de l'oreille. À un moment donné, t'entends Révolution permanente au lieu de femme. Et là, tu te dis, mais ça te réveille, quoi. Il s'est passé un truc là, j'ai pas écouté, mais j'ai entendu un truc bizarre. De quoi on parle? Voilà, alors que dans une œuvre complexe d'un grand auteur, c'est inaccessible pour la plupart. Oui, bien sûr. Et c'était vraiment encore ce truc de, mais moi, ce qui va me toucher dans ma vie, ce qui va être mon métier, ça va être pas de faire des messages simples, mais de raconter des histoires pour faire passer mes idées. Okay. C'est vraiment ce truc, je pense, qui fait que j'ai été autant accroché à la chanson française pendant des années. Je me suis dit, mais c'est fou, tout ce qui existe, tous ces messages qui passent de manière très simple, joyeuse, rigolote. Donc c'est vrai que la chanson française et la politique sont assez intimement liées. Ils sont très liés. D'ailleurs, là, petite anecdote, mais que tu as dû voir passer, vous avez dû voir passer.
c'était la mort de Lionel Jospin. Ouais. On a vu passer sur Instagram son extrait où il chantait une chanson française très très connue. Et il l'a chantée sur un plateau TV alors qu'il était homme politique. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était OK, en tant que grand homme politique, d'aller chanter sur les plateaux TV une chanson française qu'on aimait bien. Donc c'était complètement lié. Je dirais pas que c'est dommage qu'on l'ait perdu parce que c'était un peu gênant comme moment quand il a chanté. Enfin, c'était beau, c'était mignon, mais voilà. Je vois pas trop Attal faire Théodora. Enfin. Ouais. Mais si, on a vu quoi? Ojaja. Ouais. De Oudéa, Madame Oudéa. Il n'y a pas moyen. Voilà, pareil, elle a chanté sa chanson pour montrer qu'elle avait la ref. Ça nous permet d'aborder la dernière œuvre qui est un livre. Pas la plus fun. Pas la plus fun, mais qui du coup, c'est un manuel. Je trouve qu'il va, qui est un manuel, mais qui du coup conclut bien, je trouve, puisque tu nous parles beaucoup de communication depuis le début. Ce que tu nous as dit est très clair sur la communication. Et le dernier livre s'appelle, c'est donc la communication politique. Tout simplement. d'Arnaud Mercier. Pourquoi, quand, comment? Eh bien, il y avait la chanson française jusqu'à mes 20 ans, et puis après je suis arrivé en prépa. En prépa, j'avais moins le temps d'écouter la chanson française, mais par contre je devais lire beaucoup d'œuvres très compliquées et faire semblant d'être très intelligent pour écrire des grosses dissertations et citer du Kant et du je sais pas quoi, et du Spinoza. Et du coup ça m'a un peu écrabouillé l'envie de créer des choses. Sur cette période-là, j'avais beaucoup... Bon, après, c'est un peu pas vrai parce que je me suis mis à faire du coup des vidéos sur mon Instagram pour la politique, pour aider les jeunes à s'en sortir dans le milieu politique, machin. Mais parce qu'en fait, je l'ai fait parce que j'étais écrasé de toutes ces œuvres, etc. Mais tout ça pour dire que quand j'ai découvert le livre La communication politique d'Arnaud Mercier, j'ai retrouvé le goût du... Tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, maintenant, il y a un mec qui me donne les clés pour le faire. Il fait des paragraphes où il explique son idée. Et puis après, il va te donner quelques exemples. Par exemple, quand il parle des fake news, en fait, il te cite comment ça marche une fake news, pourquoi c'est bien, des fois, pourquoi c'est pas bien. Et après, il cite un exemple dans l'histoire récente de fake news, et comment est-ce qu'on peut repérer que c'en est une ou pas. Et il fait ça sur tout, et il peut même faire ça sur le marketing politique. Pourquoi est-ce que maintenant on passe à de la com politique de plus en plus du spectacle, et d'où ça vient. Et donc, il te parle des réseaux sociaux, mais en fait, il te dit, mais en fait, ça vient pas vraiment des réseaux, ça vient d'il y a 20 ans. On a commencé déjà à faire du spectacle avec les politiciens. Et à chaque fois, il te dit, pourquoi est-ce que ça a été une façon de transmettre des messages? Pourquoi c'est pas bien, mais aussi pourquoi ils l'ont fait? Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop hâte de faire tout ça. Ça va être super. Est-ce que toi, dans ta pratique aujourd'hui, tu as pu appliquer certains conseils qui sont dans le bouquin? Je pense que, là, comme ça, je peux pas te citer d'exemple, mais je pense que je l'ai fait parce que j'ai lu ce livre pile au moment où j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, sur la politique. Et en fait, du coup, je pense que j'ai fait direct le lien de façon de parler, de façon de présenter. Par exemple, le fait de raconter des histoires, faire des petites intros, tu racontes des histoires, ou juste le storytelling, en fait. Enfin, en vrai, ceux qui savent ce que c'est que le storytelling, ça paraît complètement normal et basique, mais quand tu ne savais pas ce que c'est que tu découvres, tu te dis, ah oui, en fait, il faut raconter une histoire pour faire passer un message, il ne faut pas juste faire passer le message. Là, tu as tout qui te revient, la chanson française, le machin. Et donc, quand j'avais fait mes vidéos, je suis reparti grâce à ça direct. Et puis aujourd'hui, surtout aujourd'hui, mon métier, c'est de faire aussi des vidéos sur Internet. Donc, je raconte beaucoup d'histoires. Donc oui, je pense que j'applique encore ce que j'ai dû lire, mais il faudrait que je le relise par contre. Ok, très bien. Je te remercie. Je vais passer le micro à Lisa, comme d'habitude, pour le jeu habituel de deuxième partie. Ok, donc salut Gaspard. Je vais te donner des situations. Okay. Et tu vas me dire quelle œuvre tu conseilles dans ce cas-là. Okay. Première situation, tu es en mission spatiale Artemis 2, à bord du véhicule Orion. Et lorsque tu t'apprêtes à voir la face cachée de la Lune, tu te rends compte qu'en fait, il y a une civilisation assez récente qui vit ici. Tu dois leur donner une œuvre pour leur transmettre l'importance de préserver sa planète. Laquelle choisis-tu ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça marche pas trop pour la... Tu m'as dit que c'était sur la Lune. Je pense que ça marche pas trop sur la Lune parce que c'est très terrestre comme œuvre. Mais c'est le film Au milieu coule une rivière, qui est un très beau film doux, calme, qui parle de pêche à la mouche. Incroyable. Avec notre cher, un acteur très connu dont j'ai oublié le nom. Et donc, c'est un peu une ode à la beauté de la nature, aux relations. Alors, il y a quand même des enjeux de relations humaines dans le truc, mais c'est ce qui fait la beauté aussi. C'est un mélange de plein de choses belles et mimi, et où tu te dis, mais il faut qu'on préserve tout ça, et tout est beau, quoi.
Voilà. Il faut que ça reste comme après, ça. Voilà, la rivière qui coule au milieu de la forêt sur la face cachée de la Lune, je suis pas certain. Mais c'est haut de la Terre. Non, mais voilà, c'est ça. Deuxième question. À ce jour où on enregistre, a commencé le sommet du G7. Et comme ça a pu être annoncé, on parlera pas de lutte contre le réchauffement climatique en rapport avec Trump. Mais toi, dans cette situation-là, tu décides de t'infiltrer à la réunion et d'envoyer un airdrop à Trump, soit pour essayer de faire bousculer les choses sur ses positions, ou alors pour l'embêter un peu. Qu'est-ce que tu choisis ? Alors, comme je pense que ce monsieur ne changera jamais d'avis, même face à la pire des œuvres, je pense que je le airdropperai la plus acide des versions de dubstep, d'électro, metal, death metal, tout ce que tu veux. Un peu bien fort dans les oreilles, tu vois, histoire de le réveiller, éventuellement attaché sur une chaise pendant quelques heures. Oula, la torture. Ouais, non, mais après, je le libère. Mais un truc comme ça pour le... Voilà, petite vengeance pour tout ce qu'il a fait de pas le bien, réveiller quoi. un peu, quoi. Ouais, voilà, si tu m'as demandé comment le réveiller, je pense que c'est pas mal. Ok, très bien. Et enfin, donc pour quelqu'un qui est déjà conscient, qui a déjà une conscience écologique et qui aimerait aller plus loin dans ce sujet-là, est-ce que tu as quelque chose à lui conseiller de voir ou de lire ? Ouais, bien sûr. Ça, pour le coup, c'est moins fun que les deux questions d'avant. Mais je répondrais de lire du Bruno Latour, la nouvelle classe écologique, parce que c'est un peu s'ouvrir vers l'intersectionnalité des luttes sans prendre un manuel de qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité des luttes. Il en parle, en fait. Il prend l'écologie comme base et puis après, il dit pourquoi est-ce que n'importe qui a tout intérêt à s'engager dans ce sujet-là pour sa propre condition. Voilà. Donc, si ça peut permettre d'aller un peu plus loin si on ne l'a pas déjà lu. Ok, voilà. Super, parfait. Merci Gaspard, à bientôt. À bientôt.